Bienvenue à tous sur cette visioconférence organisée par le CNDB et en partenariat avec la revue Séquence Bois. On va aujourd'hui vous présenter une visite un petit peu particulière. On a l'habitude de les faire généralement le CNDB en tant que visite physique. La situation fait que voilà, c'est un petit peu compliqué comme vous en doutez. Donc on a opté pour un format un petit peu différent qui est donc de la visioconférence. Et on va vous présenter sur cette thématique bois et sport, donc un ouvrage que vous voyez juste ici, juste avant, qui est donc la piscine des murs à pêche. Pour faire en sorte que ce webinaire se déroule bien, normalement, toutes vos caméras et vos sons sont coupés. Donc, normalement, vous voyez uniquement les intervenants. Et donc, si vous souhaitez, vous pourrez, donc, pendant tout le long de cette visioconférence, poser vos questions donc, sur une barre, soit sur le côté ou soit sur le haut de votre écran. Vous avez une petite bulle qui s'appelle « Converser ». Et là, vous pouvez envoyer vos messages à tous les intervenants. Donc, Estelle va s'occuper pendant toute la conférence de les collecter, de les trier et puis de les traiter en fin de conférence. Donc, on souhaite la bienvenue à tous ces intervenants. Donc, on va commencer par Sarah Larossi, directrice générale du CNDB, qui va présenter brièvement notre structure. Sarah Ador, donc rédactrice en chef de Séquence Bois, donc partenaire de cet événement. Et donc ensuite, les deux acteurs de l'opération, donc Emmanuel Coste de Architecte, agence Coste Architecture, et puis Sylvain Rocher, directeur fondateur de Techicea. Et enfin, donc Estelle Billiot, coordinatrice de Façade Bois, traitera toutes les questions-réponses comme tout à l'heure. Donc là, on est parti pour une intervention pendant 1 heure, pour essayer de ne pas trop dépasser les midis. Donc, on va commencer par 15 minutes de petite présentation de chacun de nos structures. On aura 30 minutes de la présentation de cette réalisation de la piscine des murs à pêche. Et puis, 15 minutes environ pour traiter toutes vos questions-réponses. On va essayer d'en traiter un maximum en tout cas. Je laisse la parole à Sarah Larossi. Merci Amandine. Donc bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette première visioconférence. Donc en effet, le CNDB est une association qui a pour but de promouvoir l'utilisation du bois dans la construction et l'ameublement. On existe depuis 30 ans maintenant et on a pour but principal d'accompagner les acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage à concevoir et à construire tout type de bâtiment en bois. Aujourd'hui, on a 3 compétences qu'on retrouve au sein du CNDB. Tout d'abord, la formation. Donc, on propose aujourd'hui une dizaine de formules ou de sessions de formation sur des thématiques différentes. On a toute une partie information avec notre fameux centre de ressources, donc notre site internet ainsi que l'ensemble des événements qu'on propose, type visioconférence actuellement au vu du contexte, mais ça peut être également des visites ou des conférences tout simplement. Et puis la promotion et la communication avec le but d'accompagner les acteurs de la filière forêt-bois à communiquer vers vous autres acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Donc, on vous retrouve tout au long de l'année via plusieurs outils. Donc, tout d'abord, les réseaux sociaux. On est très actifs et on vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn, mais également via la newsletter du CNDB. Donc, vous pouvez directement vous abonner sur le site cndb.org. Je tenais en conclusion à remercier donc l'ensemble des intervenants ce jour, le Codifab pour son soutien sur cet événement, Sarah Ador, donc la rédactrice en chef de la revue Séquence Bois, partenaire du CNDB de longue date, et puis enfin l'ensemble des intervenants et acteurs de l'opération, donc Sylvain Rocher, Emmanuel Coste, et puis Estelle Billiot qui nous accompagne comme toujours sur ces circuits de visite. Voilà, bonne visite à tous. Merci. Et voilà, un petit point sur nos prochains rendez-vous aussi, si vous voulez les noter. Donc, on va faire un premier événement le 17 juin sur le simulateur bois et biosourcé, donc à 14h30. Et on vous donne aussi rendez-vous début juillet avec un webinaire sur le bois et le logement collectif. Donc, si vous vous abonnez bien sûr à nos newsletters, vous verrez tous ces événements. Vous aurez un rappel pour ne pas louper ces 2 visioconférences. Donc, je laisse la parole maintenant à Sarah Ador. Merci. Donc, je récupère la main. Bonjour, Sarah Ador, rédactrice en chef de Séquence Bois. Donc, Séquence Bois, c'est une revue dédiée à l'architecture bois contemporaine. Elle existe depuis 25 ans. Elle a été créée à l'origine par le CNDB et reprise en 2018 par le groupe FICAD qui détient notamment la revue DA. Donc, elle est devenue indépendante à ce moment-là.
Mais le partenariat, et on en est ravis, avec le CNDB se perpétue, notamment grâce au comité de rédaction qui a été conservé, donc avec 7 architectes et ingénieurs qui discutent les projets en amont de la publication, et Sarah Laroussi qui nous a rejoint récemment. Donc, un beau partenariat qui se traduit aussi dans un certain nombre d'événements partagés, de thématiques partagées. On a à cœur de continuer tout cela. Donc, Séquence Bois, c'est une revue qui paraît 5 fois par an et qui donc traite une thématique spécifique dans chaque numéro au moyen de 6 réalisations décryptées. Donc, les réalisations sont présentées au moyen d'articles et d'entretiens qui sont menés par des journalistes spécialisés, mais également évidemment au moyen de photographies, mais aussi de photographies de chantier qui permettent de bien comprendre le phasage des projets, de bien comprendre les structures de parois, tout ce genre de choses qu'on ne voit pas forcément sur les photos d'un bâtiment fini. On a à cœur également de diffuser beaucoup de détails techniques, et notamment des planches de détails exclusives qui sont réalisées par Jérôme Grivet, qui est membre du comité de rédaction et qui est ingénieur et qui reprend, comme cet exemple-ci, les plans très précis d'exécution des entreprises et qui donc permet de diffuser des détails tels qu'ils ont été construits. Séquence Bois comprend également toute une partie actualité, avec l'actualité des sorties d'ouvrages en relation avec l'architecture bois ou le bois plus généralement, des formations, des événements de la filière. Et plus récemment, nous avons mis en place sur certains numéros un entretien plus transversal qui, au lieu de rentrer sur un projet spécifique, s'intéresse plutôt à une démarche d'architecte, donc sur le thème du numéro. Et depuis que la revue est devenue indépendante, nous avons également créé un guide produit qui permet, sur une thématique, encore une fois, d'aller voir une quinzaine de produits industriels en relation également avec le bois. Donc ça peut être une thématique sur les menuiseries, une thématique sur les parois. Donc là, par exemple, dans notre dernier numéro, c'était sur les systèmes constructifs bois innovants. Pour revenir à la thématique du jour, donc on est très content puisqu'en fait, la piscine des murs à pêche s'inscrit dans la thématique des programmes sportifs qui était le sujet du CNDB pour le trimestre et qui était également notre sujet pour notre dernier numéro. Donc, on avait présenté des gymnases, une salle de bowling, des cours de tennis. Il ne nous manquait que cette piscine. Donc, on est très content de pouvoir la découvrir, certes virtuellement, mais tout de même, et avec les architectes et ingénieurs. Donc, je vais laisser la parole justement à Emmanuel Coste qui va vous guider. Bien, bonjour à tous. Petite présentation rapide de l'agence COST. Donc l'agence COST, c'est 3 agences avec 30 personnes, essentiellement des architectes. L'agence principale est à Houdan dans les Yvelines. On a une agence à Montpellier qui est l'agence historique et une agence à Alger. On est spécialiste des centres aquatiques et des piscines. On fait partie des quelques architectes français spécialistes dans ce domaine, avec plus d'une 60aine de centres aquatiques réalisés à ce jour. Parallèlement, même sur ces projets-là, un fort engagement écologique au sens large, donc sur la réduction de l'empreinte écologique globale, donc à la fois sur les modes constructifs, sur les solutions de traitement d'eau, les solutions énergétiques, voilà, qui vont à la fois dans le sens de nos convictions et aussi dans le sens de la qualité pour l'usager. Donc parallèlement, on fait beaucoup de recherche et développement à la fois sur le BIM, puisqu'on a reçu le premier BIM d'or en 2014 pour le centre aquatique de Saint-Nazaire. Et on s'intéresse beaucoup hors site déjà depuis 2-3 ans, donc notamment avec des modules bois, l'impression 3D, l'utilisation de matériaux biosourcés en impression 3D. Voilà, tous ces sujets innovants qui font que pour nous, chaque projet est un territoire d'innovation et d'expérimentation. Alors, le siège de l'agence, justement, à Houdan, qui a été construit il y a un peu plus de 10 ans, qui est un des premiers vrais bâtiments énergie positive. Quand je dis vrai bâtiment énergie positive, c'est que c'est un bâtiment bioclimatique passif qui, déjà, par sa conception, rejoint la démarche négawatt en consommation énergétique. Et il y a quelques éléments de production énergétique qui font de ce bâtiment un bâtiment à énergie positive. Donc essentiellement en ossature bois et dans une démarche cradle to cradle.
Ça, c'était ma propre maison dans laquelle j'ai vécu 10 ans, qui est baptisée Maison Canopée dans les Yvelines, qui consomme 6 kWh par mètre carré par an. Donc là, tout en ossature bois, enfin en structure bois, en mur de bois massif, tout rayonné. Et voilà, donc j'ai pu là aussi expérimenter la vie dans cette maison passive qui était assez exceptionnelle. Donc dans le domaine des centres aquatiques, on est en train de réaliser la piscine d'Amboise qui est en ossature bois et qui va être la première piscine publique en traitement biologique intégral avec 2 bassins, donc un bassin de 25 mètres et un bassin d'apprentissage. Là, il y avait une demande de la collectivité d'être assez exemplaire en termes de faible empreinte écologique. Et donc voilà, ce projet sera livré d'ici 1 an et demi. Et là, en cours d'appel d'offres, la piscine de Belleboeuf, qui là aussi sera intégralement en traitement biominéral. Voilà, ce traitement d'eau, je vais en reparler un petit peu après sur la piscine de Montreuil, puisque Montreuil a été l'initiatrice de ce nouveau traitement d'eau qui révolutionne à la fois la qualité de baignade et la conception globale, puisque à partir du moment où on n'a plus de chlore dans une piscine, on peut utiliser des matériaux notamment biosourcés et qui permettent vraiment de modifier toute la conception du bâtiment. Alors, pour rentrer sur le sujet de la piscine des murs à pêche, c'est un projet qui avait été initié à l'époque par Dominique Voynet lorsqu'elle a fait un mandat de maire à Montreuil et elle souhaitait réaliser un bâtiment exemplaire. Au-delà d'une piscine, ce qui nous a vraiment séduit dans ce projet, c'est que c'est un lieu de vie autour de l'eau dans les quartiers des Hauts de Montreuil. Et donc, vous verrez qu'il y a une piscine couverte, mais il y a aussi un grand bassin extérieur en traitement bio. Donc aujourd'hui, le maître d'ouvrage qui a pris le relais après la mairie de Montreuil, c'est Est Ensemble Communauté d'agglomération, qui a donc pris le relais en cours de chantier et qui maintenant gère cet équipement. Donc c'est un équipement de 3800 mètres carrés qui a en coût travaux qui a coûté 16,5 millions d'euros. Alors il a été livré en plusieurs phases. Le début a commencé en 2016 et la dernière phase en 2018, parce que c'était la partie intérieure. Voilà, donc c'est un centre aquatique complet avec un bassin ludique et d'apprentissage à l'intérieur, un espace balnéo et pentaglisse, toboggan à l'extérieur et surtout un grand bassin de plus de 1000 mètres carrés sur l'extérieur. Alors, lors de la COP 21, la piscine des murs à pêche a été classée par le magazine L'Équipe parmi les 11 projets les plus écologiques et design au monde dans les équipements sportifs. Et c'est la seule piscine, donc on est très content de cette distinction. Voilà, les quelques entreprises principales. Bon, voilà, Urbaine de Travaux qui a fait les terrassements. Je vais surtout insister sur Charpentouot, puisqu'on est dans la thématique du bois. Donc Charpentouot nous a accompagnés sur ce projet avec une très bonne expertise de la construction bois et donc en parallèle avec Techicea sur la conception. Alors, les objectifs de ce projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était créer un lieu de vie et de baignade au cœur de la ville. Donc ça, c'est intéressant parce que ça apporte une nouvelle typologie d'équipement, ce que vous allez voir dans la promenade architecturale qui va suivre, avec une organisation des espaces assez particulière et un traitement paysager. Donc là, on a travaillé avec l'agence Terre sur tout le paysage qui tient une place importante dans ce projet. Réduire fortement l'empreinte écologique de l'équipement, donc ça avec des choix à la fois constructifs, énergétiques, de fonctionnement aussi. Donc là aussi, on est sur un bâtiment exemplaire et qui le reste encore, dire, malgré son jeune âge, il est exemplaire encore aujourd'hui par rapport à d'autres équipements. La demande initiale, c'était d'être à au moins 70% d'énergie renouvelable et on est pratiquement à 80% au final, donc à la fois avec chaudière biomasse, pompe à chaleur, solaire, voilà, un certain nombre d'équipements qui permettent d'être assez performants en énergie renouvelable et de réduire les coûts de fonctionnement avec notamment le traitement d'eau biologique qui permet les économies d'eau et la performance énergétique. Alors justement, ce traitement d'eau biominérale est arrivé en cours de chantier, puisque initialement, on était parti sur un traitement d'eau en phytoépuration, comme ce qui se fait, on va dire, régulièrement chez nos voisins allemands, suisses
etc. En France, il y a la piscine de Combloux qui a été l'initiatrice de ce type d'équipement. L'agence COS a réalisé la piscine de Loches qui avait un traitement bio en phytoépuration. Et là, à partir du moment où c'est Est Ensemble qui a repris le projet, ils étaient sceptiques sur ce traitement en phytoépuration. On a décidé en conception de passer sur un traitement biominéral qui est un traitement biologique de deuxième génération. Donc, on a plus de plantes en filtration. On a un traitement d'eau avec des filtres avec un système de bactéries et de lampes UV qui permet de traiter l'eau de manière biologique. Donc, comme le montre cette image, le constructeur Aquatic Science s'est inspiré de l'écosystème d'un lac de montagne pour injecter des bactéries dans le traitement d'eau et faire ce traitement d'eau biologique. Alors, sur Montreuil, qui est vraiment précurseur dans le domaine, aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui utilisent ce procédé. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on a un décret d'application qui permet maintenant d'utiliser ce traitement d'eau sur tous les projets avec un cadre réglementaire. Le décret d'application est sorti en avril 2019, donc c'est relativement récent, mais ça permet aujourd'hui d'utiliser ce traitement d'eau, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Amboise, Belleboeuf ou Coudekerque et un certain nombre d'autres projets. Voilà, donc c'est Montreuil et c'est l'initiatrice de ce type de traitement d'eau. Alors, à Montreuil, le traitement d'eau biologique est uniquement sur le bassin extérieur, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de décret qui permettait d'utiliser à l'intérieur, mais aujourd'hui, on pourrait le mettre sur l'ensemble du projet. Donc, je vous propose de découvrir en image le projet. Alors, pour la petite histoire, donc le projet se situe dans le secteur des murs à pêche. Donc, on voit là en pointillé la localisation. Il y a un tramway qui doit venir sur l'axe de la bretelle d'autoroute et venir longer le projet. Pour l'instant, le tramway est toujours pas là. Donc, on a un parvis qui est un peu bizarre, mais à terme, c'était pour une desserte publique. Et on est donc en bordure du fameux quartier des Murs à Pêche, qui est un quartier historique à l'époque de Louis XIV notamment. Il faisait pousser des pêchers avec un système bioclimatique de murs en briques et en chaux qui permettait de garder la chaleur et d'étendre la période de culture des arbres fruitiers. Alors ce quartier-là, on voit une photo des années 30, donc il y a tout ce quadrillage déjà on va dire, c'était une permaculture innovante, nous a inspiré pour notamment réaliser les brises soleil. Donc, on a sorti ce motif qu'on retrouve sur les façades du bâtiment. Donc, ces grands panneaux en aluminium perforé ont repris ce motif du plan des murs à pêche de 1930. L'inscription du projet tient compte aussi de ce quadrillage, puisqu'on vient en bordure, comme on le voit ici, à la fin des murs à pêche, qui est un site classé en partie. Et le projet vient finalement créer une sorte de fin de ce site avec un certain nombre d'éléments architecturaux qui viennent créer une liaison avec la ville qui est toute proche. Donc, depuis les murs à pêche, on a sur ce plan de masse qui est le plan de masse du concours, les bâtiments qui sont posés un peu comme des boîtes librement posées sur le site, et toute la partie paysagère qui s'intègre en continuité. Voilà les vues aériennes en drone du projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, la partie pour l'instant laissée en friche qui à terme recevra un aménagement urbain, et notamment le tramway qui vient longer le projet et se connecter au parvis. Donc, toute la partie conception en tenait compte. Voilà une autre vue aérienne de l'autre côté, avec donc le grand bassin extérieur, les espaces paysagers et l'ensemble des bâtiments. Alors, sur la composition du projet, on a donc le parvis avec l'espace public de ce côté-là, au sud du bâtiment. Une grande barrette qui est la partie accueil, restauration, administration. À partir de là, on distribue… Je me permets d'intervenir et de poser une petite question, je pense qu'il sera plus clair pour l'ensemble du public. Quelle est l'orientation cardinale du plan masse ? Petit point important, peut-être à apporter comme précision. On a le nord qui est là-haut, donc nord-sud qui est en haut du plan. Donc là, on était contraint par le site.
Donc, on rentre sur un parvis qui est plutôt au sud. Et les bâtiments ont plutôt une orientation sud-sud-ouest, qui est pas forcément l'idéal d'un point de vue bioclimatique, mais qui était un choix urbain et d'implantation imposé par ce site. Donc voilà, là, le plan est orienté au nord, au nord-sud. Nord-sud. Merci, Emmanuel. Voilà. Donc, un grand bâtiment qui est numéroté 3, qui est le bâtiment des vestiaires. Donc, à la fois vestiaires individuels, groupe et bien-être. Donc, volontairement, on a créé des boîtes indépendantes qui peuvent être traitées thermiquement avec des ambiances thermiques différentes. Donc, les vestiaires sont tous regroupés dans une boîte qui a son propre traitement d'air, traitement d'eau, parce qu'on n'est pas dans la même ambiance à forte hygrométrie de la halle bassin. Le numéro 2, c'est la partie locale technique. Donc là, on voit les panneaux solaires en toiture, la chaufferie bois, et on a toute la partie locale technique, on va dire aérienne, puisqu'il y a une partie en sous-sol pour la partie traitement d'eau et traitement d'air. Le bâtiment 4 qui est la halle bassin sportive et apprentissage. Donc, on va dire que c'est entre guillemets une piscine classique. Le bâtiment 5 qui est la partie bien-être. Donc là, on a un grand bassin de bien-être avec sauna, hammam et cabine de massage. Et toute la partie paysagère extérieure avec le grand bassin de baignade extérieur. Alors, ce qui avait été demandé au programme et qui fonctionne bien sur le projet, c'est que depuis le hall d'accueil, on peut soit rentrer par l'intérieur et les vestiaires et rejoindre les halles bassins de manière différenciée, soit bien-être, soit apprentissage, soit en période estivale, depuis le hall d'accueil directement, faire un cheminement paysager le long du bassin extérieur et rejoindre des cabines d'été qui sont numérotées ici 9, qui sont des cabines de change et douches sanitaires qui permettent d'accéder directement aux plages paysagères et au bassin extérieur. Donc là, il y a deux flux distincts qui sont prévus sur le projet. Voilà, donc là, on a un zoom fonctionnel sur l'intérieur des espaces. Donc, on retrouve la partie accueil, locaux techniques, tout le fonctionnement des vestiaires avec les flux de circulation, la partie bassin, apprentissage sportif. Donc, c'est un bassin de 25 mètres avec 5 couloirs, une partie un peu plus ludique, apprentissage, et la partie bien-être. Alors là, on se trouve sur le parvis, qui est une zone là aussi paysagère et où on a placé des voiles d'ombrage parce que c'est vrai que l'été, en période d'attente, il faut s'abriter. L'effet signal de l'entrée avec la partie administration dans cette partie arrondie. Voilà, une autre vue du parvis. Ensuite, on entre dans l'équipement. Donc là, je n'ai pas de vue du hall d'entrée, je n'avais pas de photo. On peut cheminer. Là, c'est un cheminement qui permet de rejoindre la partie bien-être. Et on a tout un cheminement, encore une fois, paysagère. Moi, on souhaitait vraiment qu'il y ait un lien entre le bâtiment et la nature. Ah, ça a sauté d'un coup. Je reviens à la halle bassin. Donc là, on est dans la halle bassin sport et apprentissage. Donc, comme je vous l'avais dit, vous voyez que la typologie du bâtiment est assez différente. On a volontairement une hauteur sous plafond plus basse que dans certaines autres piscines, mais ça, c'est un choix qui est à la fois en termes d'ambiance et d'acoustique assez intéressant. Et on le devine ici, une continuité visuelle de l'eau entre le bassin intérieur et le bassin extérieur, puisque l'eau de l'extérieur vient border la façade du bâtiment. Donc, on ne pouvait pas avoir une continuité physique, mais on souhaitait avoir au moins cette continuité visuelle. Voilà d'autres vues de cette halle bassin. On voit les brises soleil avec le motif des murs à pêche qui sont en partie haute des vitrages. La petite alcôve dans ce bassin qui vient vraiment en lien avec le bassin extérieur. Donc, on a cette sensation d'être en continuité avec l'eau, et même en hiver, l'eau du bassin extérieur vient en continuité visuelle. Donc là, structurellement, bon, Sylvain détaillera un peu la structure, mais on est sur une structure croisée en lamellé-collé, des caissons et des faux plafonds en fibralite quand il n'y a pas les grands lanterneaux d'éclairage. Voilà, donc différentes vues toujours de cette halle bassin sport et apprentissage.
J'avance assez vite parce que le temps est compté. Un sujet que Sylvain évoquera aussi, que vous voyez ici, c'est le traitement des pieds de structure, puisqu'on est, on est dans une zone à forte hygrométrie avec, qui plus est, des projections d'eau. Donc, les poteaux au bois sont sur des supports pour éviter qu'ils touchent le sol. Et pareil, les épines des murs rideaux sont surélevées du sol. On voit au sol les grilles de soufflage qui balayent l'air sur les vitrages tout en périphérie du bâtiment. Voilà, donc les grands lanterneaux d'éclairage qui sont, eux, orientés plutôt au nord sur le principe des sheds et qui apportent la lumière dans la halle bassin. On va se retrouver par ce lien des lanterneaux dans la halle bien-être. Donc là, c'est une halle bien-être assez exceptionnelle puisque souvent, il y a des espaces pas assez limités, mais là, on a un grand bassin de bien-être. Voilà, donc avec toujours pareil les lanterneaux. Et on voit sur le côté un espace planté dans lequel on a les saunas, des douches et la forme arrondie, c'est le hammam. Voilà, donc c'est un espace dans lequel il peut y avoir de la balnéo, de l'aquagym. Donc ça, c'est les douches qui sont disposées au milieu des espaces verts. Et en jaune, là, c'est le hammam. Donc les saunas. Les douches et puis le hammam. Voilà, l'intérieur du hammam. Bien, donc on va repasser par l'extérieur. Donc là, on a le cheminement qui nous permet de rejoindre les espaces extérieurs. Donc voilà le grand bassin extérieur en traitement biologique et on voit qu'il borde la façade. Tout à l'heure, on était de l'autre côté dans l'alcôve du bassin intérieur. Donc bassin de 1200 mètres carrés. Ça, c'est tout le système de filtration biominérale qui a remplacé la zone de filtration végétale. C'est pour ça qu'ils ont dû s'intégrer dans un espace qui était défini. Donc ils sont pas optimisés comme ils pourraient l'être, mais c'est un système qui fonctionne très bien et qui est dans ce cas-là en gravitaire, alors qu'on pourrait faire des systèmes pression dans les nouveaux projets. On est en système pression et là on est en gravitaire dans cet espace avec des questions de filtration à cet endroit-là. Voilà donc le grand bassin extérieur, la vue sur le bâtiment. Alors, j'ai vu qu'il y a une question concernant la hauteur sous plafond, j'y réponds tout de suite. Il n'y avait pas de. Ce qui était assez intéressant, c'est que sur ce projet, on a pu dialoguer avec la programmation qui n'avait pas imposé de hauteur sous plafond. Parfois, et c'est vrai que dans les piscines, on impose une hauteur sous plafond pour des raisons réglementaires de sport comme le water polo ou pour des jets de ballon. Là, le programmiste, en lien avec la maîtrise d'ouvrage, a accepté qu'on ait une hauteur sous plafond un peu moins haute. Bon, en tant que spécialiste de piscine, je trouve que c'est aberrant d'imposer toujours une très haute hauteur sous plafond parce que, voilà, en termes d'acoustique et d'ambiance, c'est intéressant d'avoir une hauteur plus basse quand on peut se le permettre. Voilà, donc on est dans le végétal, donc un très beau traitement paysager de l'agence Terre qui a vraiment travaillé main dans la main avec l'équipe d'Archi sur toute la partie paysage. Et là, on est juste après la livraison, donc c'est un projet qui va vraiment se transformer en parc urbain aquatique au cœur de Montreuil. Donc là, on est dans les espaces paysagers dans lesquels le public peut passer la journée et on commence à voir les vestiaires. Donc voilà, les vestiaires d'été qui sont des structures légères placées dans le parc paysager, avec donc à la fois des cabines, des casiers et des sanitaires. Voilà donc ces équipements. Alors le bassin extérieur, il y a une partie entrée plage en pente douce et puis une partie un peu plus profonde. Et on vient donc contre la façade. Voilà, donc le toboggan et le pentaglisse, volontairement de couleur assez punchy pour conférer un aspect ludique fort à l'équipement. Voilà, vue d'en haut du départ du pentaglisse. Et les retours sont très
très très positif. Les personnes apprécient vraiment de se baigner dans un lac. Finalement, c'est un lac urbain, puisqu'il n'y a pas du tout de chlore. L'eau est très douce et c'est assez exceptionnel. Voilà, des vues nocturnes sur l'équipement. La piscine peut accueillir combien de personnes sur une journée? Elle est dimensionnée alors oui, pour… c'est important, Estelle, de poser cette question, parce que le traitement d'eau biominérale a des contraintes différentes du traitement d'eau chimique. En traitement d'eau chimique, on a ce qu'on appelle une fréquentation maximale instantanée, qui finalement définit le nombre de personnes à un instant T dans la piscine. Donc habituellement, c'est une personne par 1 mètre carré de bassin. Il faut savoir qu'avec les règles Covid, on est en train de passer à une personne par 4 mètres carrés de bassin, donc on divise par 4 la fréquentation en traitement chimique. Et en traitement biominéral, on est en FMJ, fréquentation maximale journalière. En fait, les services sanitaires estiment que le traitement d'eau biominérale a une capacité sur 24 heures de renouvellement et de désinfection de l'eau, sachant qu'il n'y a pas de produit rémanent, il n'y a pas de produit chimique dans l'eau pour la désinfecter. C'est un traitement au moment où elle passe dans les bactéries et dans la lampe UV. Donc, on est en fréquentation maximale journalière. Et donc, sur le bassin de Montreuil, il faut savoir qu'en phytoépuration, on aurait été limité, donc phytoépuration, c'était les plantes, c'était la première génération, on aurait été limité à 300, 400 personnes. Et là, on peut monter jusqu'à 1200 personnes, donc jour. Alors, on a démarré doucement parce qu'on est sur, encore une fois, un système très innovant. Donc, on a démarré à 450 la première année, 600, 800, 1000 et on se rend compte que le système n'a pas de problème de fiabilité. Donc, c'est assez intéressant. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le système Aquatic Science peut fonctionner beaucoup mieux s'il est en filtre pression avec des filtres bien dimensionnés. Là, ils avaient dû s'adapter à un contexte existant et on est sur vraiment un système de première génération. Très bien, merci Emmanuel. Je pense qu'on va peut-être passer à la présentation de… Oui, pardon. Voilà, ça y est. Ah oui, je vous invite, cher public, à poser vos questions. Petit problème de questions, je pense que Estelle voulait dire, n'hésitez pas pendant tout le long de la conférence à poser vos questions dans la partie conversation qui répondra tout de suite. Ah oui, pardon, parce que le public, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Voilà. Et alors, dernier mot, c'est mon mot de la fin. Il y a un livre qui est paru en juillet 2018 qui reprend toutes ces photos, l'histoire, la présentation, le traitement d'eau. Donc, ce livre publié chez Archibooks et Metropolis est en vente un peu partout. Donc, voilà, si vous voulez vous le procurer, vous avez les détails dans le livre de la piscine des murs à pêche. Voilà, donc je passe la parole à Sylvain, avec grand plaisir. Très bien, je te remercie Emmanuel pour ce tour d'horizon. Donc, très rapidement, à Techicea, nous sommes un bureau d'études bois situé à Pontarlier dans le Doubs. On a un effectif de 9 personnes et on est spécialisé en structure bois et on travaille sur tout type de bâtiments, bâtiments industriels, surface commerciale, lycée, collège, piscine, ouvrages d'art et depuis quelques années maintenant, pas mal sur le logement et de la surface de bureau en multiniveau. Jusqu'à du R+8 en structure bois. Donc, on va. Est-ce que j'ai la main? Oui, j'ai la main, c'est bon. Voilà, alors, en fait, les grands principes. Alors, c'est vrai que quand on parle de construction bois, nous, ce qu'on va faire en tant que bureau d'études, on va travailler la conception de façon à favoriser la préfabrication des éléments et travailler essentiellement en préfabrication en atelier pour permettre d'avancer plus vite en phase chantier et énormément réduire les nuisances sonores, mais également les temps d'intervention. Sur ce projet en particulier, on a essayé de favoriser les matériaux biosourcés, donc utilisation du bois. Le bois, on a essayé de l'utiliser au maximum dans la structure, on verra un peu plus loin, et également en support de couverture. Et tout ça dans le but
de répondre je dirais, aux convictions environnementales qu'on peut partager avec l'agence COST également. Et on a essayé de travailler également sur une expression de la structure assez forte, et vous avez pu le voir avec les différentes images qu'a pu présenter Emmanuel, et de faire parler la matière. Donc on a le bois qui est énormément présent. Même dans un environnement très humide, on a quand même la possibilité d'utiliser le bois, et puis on verra un petit peu plus loin. Donc, globalement, vous avez la vue de l'ensemble des bâtiments qu'on a pu réaliser sur la piscine. Alors, on peut remarquer qu'on a deux typologies de bâtiments, que sont l'accueil et les vestiaires. Donc, ces deux bâtiments-là sont des espaces très cloisonnés. Donc, au niveau de la structure bois, on va apporter une certaine réponse. Contrairement aux bassins bien-être et ludiques, qui sont plutôt des grandes portées, la réponse sera effectivement différente au niveau de la façon de faire. Donc, on va commencer par le bâtiment accueil. Donc, ce bâtiment est constitué. Alors, on doit répondre à un certain nombre de contraintes. Alors, sur la partie accueil, on avait une contrainte acoustique importante, parce qu'on avait le tram qui devait être mis en place. Donc, on a des contraintes acoustiques extérieures. Et puis également, on avait des bâtiments administratifs qui étaient inclus dans cet espace d'accueil, en contact avec la réception du public. Donc, on pouvait avoir un bruit ambiant relativement important. Donc, on devait assurer une certaine exigence acoustique au niveau des cloisons bois intérieures. Donc, avec le bois, on sait répondre également à des problématiques acoustiques. Étant en ERP, on doit répondre aussi à la stabilité au feu d'une demi-heure. Donc, pour ce faire, on est parti avec des murs ossature bois porteurs en ossature de 160. Un système poteau-poutre en fil central pour assurer un appui intermédiaire pour les caissons de toiture qu'on a préfabriqués. On voit ici la structure de ces caissons de toiture. Donc, on va travailler sur un calpinage de façon à préfabriquer et équiper un maximum d'éléments sur ces caissons. Là, on voit des potelets également de lignes de vie qui ont été intégrés directement au caisson pour intervenir sur chantier et apporter un maximum d'équipement en phase de montage atelier, ce qui permet de réduire les délais d'intervention. Sur ces caissons de toiture sont support d'étanchéité. Donc là, on était en étanchéité vercellulaire avec une membrane d'étanchéité et toiture végétalisée, comme on a pu voir sur quelques diapos. Là, on a la même typologie de bâtiments que sont les vestiaires, où on voit bien ici effectivement une structure métallique légère qui était la circulation extérieure qu'on a pu voir sur les photos d'Emmanuel. Et puis on a un système similaire avec des murs ossature bois extérieurs, murs ossature bois intérieur porteur, qui assure le cloisonnement. Et pour les espaces un peu plus ouverts, on avait un système de poteau-poutre. Alors, la stabilité sur ce type de bâtiment en structure bois sont assurées par les murs ossature bois qui assurent une stabilité, et nos caissons de toiture qui sont le même type de caissons de toiture que sur l'accueil, avec des particularités de puits de lumière, travaillent en diaphragme horizontal pour assurer la stabilité du plan de toiture et rapporter effectivement les efforts sur l'ensemble des murs de stabilité périphériques. Donc là, sur la partie vestiaire, on a effectivement une particularité importante, c'est qu'on est en milieu humide. Donc nos murs ossature bois sont posés sur des talonnettes
béton pour les dégager du sol, et on a un traitement par Pharmacell qui va être support de tout ce qui est faïence et carrelage, qui va assurer, je dirais, la protection à l'eau liquide de nos murs ossature bois. Là, on va passer sur un autre type de bâtiment. Alors, sur ce bâtiment, les contraintes, on a effectivement l'acoustique, mais là, c'est plus un problème de bruit intérieur, donc ça sera traité par des caissons intérieures. Donc, on est sur un système de grande portée, parce que là, on est sur 22 mètres de portée. Donc, on a travaillé sur un système de résille qui travaille effectivement dans les deux sens, ce qui permet de réduire les déformés globales de la structure. Et on a un système poteau-poutre où on est posé en façade sur des poteaux lamellés collés ronds qui sont posés sur des massifs béton pour les dégager du sol. Et en périphérie, là, on a une façade mur rideau, où effectivement les éléments porteurs du mur rideau ont été réalisés également en bois. Et ce sont des murs verts rapportés directement sur la structure bois. Et ici, on peut voir que pour traiter en fait l'ouverture de l'alcôve qui est en lien avec le bassin extérieur, pour faire la liaison bassin extérieur bassin intérieur, on a une grande poutre treillis, poutre bois métal, qui reprend les portées de 22 mètres. Donc cette poutre là qui fait 17 mètres de long est très sollicitée. Donc là on travaille sur une mixité des matériaux, bois métal, parce qu'on va utiliser effectivement les matériaux là où ils sont les plus adaptés. Donc, sur la poutre treillis, tout ce qui est tirant, on va les travailler en structure métallique pour apporter de la finesse à cet ensemble. Vous pouvez voir que votre plan de toiture, là, on n'a aucun élément de contreventement du plan de toiture. Pourquoi ? Parce que le CLT va assurer l'effet diaphragme de la structure, parce qu'en support d'étanchéité, on est parti sur un panneau CLT en 100 mm avec des puits de lumière qui sont également traités en CLT, qui ont été préfabriqués également, qui sont arrivés, qui ont été directement posés sur le plan de toiture et qui se posent dans l'encombrement effectivement de notre résille qui fait à peu près 4 mètres par 4. On a certains espaces qui sont réservés pour apporter de la lumière au niveau des bassins intérieurs. Donc ce plan de toiture travaille en éléments rigides, en diaphragme, et on stabilise nos façades par des croix de contreventement métalliques pour ramener l'ensemble des efforts au sol. Donc là, on est également en toiture étanchée, sur un isolant en verre cellulaire. Donc toujours bien respecter les pentes minimum de 3% sur nos supports bois. Et là, c'est vrai que typiquement, on a voulu utiliser le bois comme support d'étanchéité, alors qu'on aurait pu utiliser, comme ça peut se faire traditionnellement, un bac acier. Mais là, on a voulu mettre en avant l'utilisation du bois. Sylvain, nous avons une petite question auquel tu peux certainement répondre. 22 mètres de portée correspond à quelle épaisseur de poutre en lamellé collé ? Quelle est la section à peu près ? On est sur du 22 cm d'épaisseur par 1,40 m de retombée. 1,40 m de retombée. Très bien, merci. Alors là, je vais commander un détail. C'est un détail. Alors en construction bois, ce qui est important, c'est effectivement la réalisation des détails, parce que quand on parle de construction bois, c'est pas que de la structure. En fait, on se rend compte que on a nos éléments de structure, on a des supports de toiture, on a des éléments de mur qui vont assurer
qui vont assurer la performance thermique aussi de l'enveloppe. Donc, on a une fonction enveloppe qui est importante dans la construction bois et on se doit de bien réaliser effectivement tous ces détails de liaison. Donc là, c'est un détail de liaison entre le bassin le bassin et la partie vestiaire où on a une liaison avec un panneau CLT, CLT également. Donc, on doit anticiper effectivement sur tous ces détails de façon à avoir une cohérence de conception et d'apporter aussi également à l'architecte un maximum de détails qui permettent d'avoir une vision globale de son projet et un rendu des espaces intérieurs. Alors, typiquement, ici, je vous ai mis un détail de pied de poteau. Alors, je vous ai dit que c'était du poteau rond. Non, mais c'est pas du poteau rond. C'est les appuis de poteau bois qui sont circulaires. Alors, là, on a une limite de prestation entre l'entreprise de maçonnerie et l'entreprise de charpente, l'entreprise Ouo. Et effectivement, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce qui est très important, c'est qu'en construction bois, tout est taillé à la commande numérique, tout est réalisé en étude en 3D derrière la commande numérique, donc on travaille vraiment au millimètre. Alors que le maçon, lui, là, je suis allé un peu vite. Le maçon, lui, travaille effectivement sur site avec une précision qui est beaucoup plus aléatoire. Et quand vous avez ce type de détail-là, avec un massif de maçonnerie sur lequel va se poser un poteau bois, vous comprenez que si on a un décalage de 20 mm de la maçonnerie, le détail n'est pas du tout le même. Donc, il faut qu'on reste très, très, très vigilant sur des points de détail. Et typiquement, ces éléments ont vraiment été implantés par un géomètre de façon à avoir une précision la plus proche de la précision exigée par la construction bois. Là, on a un détail, typiquement, détail des murs ossature bois extérieurs sur la partie accueil. Donc, ce qui est important également, c'est toujours ces détails de liaison entre la structure bois, la maçonnerie. Ici, sur l'accueil, on voit effectivement des dispositions particulières parce que on doit avoir une conception qui réduise les ponts thermiques entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on a une continuité à assurer entre le bois et le béton, et on voit que, effectivement, par exemple, ici, typiquement, le mur ossature bois n'est pas pile poil sur la longue grille béton. Pourquoi? Pour pouvoir assurer de l'isolation extérieure. Et donc, on va traiter des fixations déportées, des fixations du mur ossature bois qui sont déportées sur la longue grille. Et tous ces détails en conception sont très, très importants. Donc, on a une configuration un petit peu différente là sur la partie vestiaire, avec le mur qui est un peu plus centré, mais le détail est différent parce que la réponse est différente. Donc, voilà pour ce qui est hop là. Je fais un peu vite. Petite précision aussi, comment s'est passée la réception des ouvrages maçonnés, c'est-à-dire des longs grilles, Sylvain, dans ce cas précis, en effet, où il y a énormément de calage et de précision à avoir, comme à d'habitude sur la construction bois, mais encore plus ici. Oui. Donc, il y a eu une réception. Il y a eu une réception entre l'entreprise de maçonnerie et l'entreprise de charpente. Une réception des supports béton. Alors, vous avez raison de le souligner, on a quelques fûts béton qui ont été refusés. Voilà, donc qui ont été cassés et qui ont été recoulés parce qu'ils ne répondaient pas à la précision demandée. Effectivement, toutes ces longues grilles, ces éléments de maçonnerie, alors typiquement en pied de mur ossature bois. Bon, là, on a un peu moins de problèmes parce que si la longue grille est positionnée à plus ou moins 20 mm, on arrive toujours à trouver les solutions pour pouvoir traiter nos ouvrages.
Par contre, il y a des points qui sont effectivement un petit peu plus délicats et sur lesquels il faut faire des réceptions contradictoires. Voilà. Très bien, merci. Avez-vous des questions, cher public qui nous regarde et qui nous écoute? N'hésitez pas, nous avons encore 5 bonnes minutes pour pouvoir y répondre. Alors, je peux répondre si ça intéresse aussi Oui. sur les volumes de bois utilisés. Très bien, Sylvain. Oui, un point important en effet. Voilà, sur la partie accueil, ben on est à 15 mètres cubes de lamellé collé, on a 430 mètres cubes de mur ossature bois. Sur la partie vestiaire, on est à 30 mètres cubes de lamellé collé, 730 mètres cubes de mob, de mur ossature bois. On a sur les deux, vestiaire plus accueil, on a 1500 mètres carrés de caissons de toiture. Sur la partie bassin ludique et bassin bien-être, on est à 160 mètres cubes de lamellé collé. On est à 210 mètres cubes de CLT en toiture. Les essences, Sylvain, utilisées. Les essences, et le traitement aussi peut-être appliqué sur le bois par rapport à l'humidité. Les essences, c'était de l'épicéa sur la structure. Un épicéa avec uniquement un traitement classe 2, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas l'exigence d'un traitement classe 3 qui soit un classement dans un environnement humide. Alors, je vais expliquer pourquoi. Ce qui est important, c'est qu'on s'appuie sur une norme de l'air ambiant des piscines qui définit une température, généralement autour de 28 degrés, et un taux d'humidité. C'est-à-dire que le traitement d'air est fait pour toujours être dans ces fourchettes de température et d'hygrométrie. Et avec ces deux éléments, on voit que l'équilibre hygroscopique du bois est autour de 13 à 14%. Donc, ce qui est une plage qui permet de rester en classe 2. C'est-à-dire qu'on est, de toute façon, systématiquement inférieur à 20% d'humidité dans le bois. Au-delà de 20% d'humidité dans le bois, on se doit d'avoir un traitement classe 3. Voilà. Donc, ça nous permet de répondre à cette ambiance. Par contre, oui, il faut être très vigilant. Et tout ça réside effectivement dans les détails de conception. C'est que ce qui peut être dangereux, ce sont les eaux de condensation sur les vitrages, qui font qu'il y a de l'eau qui ruisselle, qui goutte, et faut éviter effectivement tout ce qui est piège à eau. Même si dans les piscines aujourd'hui, on a une conception globale qui fait que tout ce qui est vitrage est ventilé de façon à ne pas avoir ce système de condensation. Donc, c'est important d'avoir une conception globale qui soit bonne et d'avoir des points de vigilance sur tout ce qui est vitrage. Et par exemple, effectivement, tous les éléments de poteaux de structure qui reprennent les porteurs lamellé collé, et ben, ils sont sur des fûts béton qui sont à plus 400 mm du niveau fini carrelage, pour préserver effectivement les éléments de structure au nettoyage à grande eau, voilà. Et les épines qui sont uniquement des éléments support du verre, eux, effectivement, sont dégagés de 3-4 cm en pied pour éviter effectivement le piège à eau. Et toujours assurer le drainage de l'eau. Parce qu'on a des pentes, effectivement, au niveau des carrelages intérieurs qui font que on n'a pas d'eau stagnante, c'est toujours drainé. D'ailleurs, nous avons quelques photos en phase chantier qui pourraient peut-être nous intéresser de revoir précisément le phasage des différentes étapes. Nous avions, si on peut revenir, voilà, faire un petit retour en arrière, parce que nous avons une vue d'ensemble qui est très intéressante. Et je crois que nous sommes passés très rapidement, donc nous pourrons voir pas mal de détails. Voilà, oui, typiquement, alors on l'a vu sur l'accueil avant, on le voit ici sur les vestiaires. Là, vous avez les talonnets de béton, effectivement, qui sont sortis pour poser les murs ossature bois. Là, on l'a pas sur la partie vestiaire parce qu'ils sont en cours
de préparation des dalles. Là, on le voit, hein, on voit le mur central ici qui va être posé sur long green. Là, donc on a les long greens de séparation. Donc effectivement, ces éléments-là, il faut que ce soit relativement précis dans la réalisation, de façon à pouvoir amener nos murs ossature bois qui sont entièrement préfabriqués, qui ont une longueur arrêtée. Donc tout doit s'enchaîner. On a très peu de Petite moyens. question. Ouais. Sylvain aussi qui nous est posé en fait, est-ce que le décalage des murs en ossature bois par rapport à la long green n'est-il pas justifié aussi par rapport à un positionnement du mur intérieur? C'est-à-dire qu'en fait, Alors, il y a plusieurs choses. C'est un tout. Effectivement, on a un doublage intérieur. On a un doublage intérieur, on a le complexe de mur, le complexe de mur en lui-même. On a un isolant ou non par l'extérieur. Et puis après, on doit assurer l'isolation minimum de la tête du flanc de la longue grille. Donc effectivement, tout ça, c'est un calage. Et c'est un détail vraiment de conception parce que derrière, il y a le rendu visuel, hein, intérieur-extérieur. Il y a des problématiques thermiques. Quelquefois, il peut y avoir aussi des problématiques acoustiques, hein, sur certains détails de pieds-murs. Donc tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe de maîtrise d'œuvre pour savoir voilà, quelle est la bonne position du mur qui permet de répondre un petit peu à toutes les contraintes. Parce que les contraintes, les solutions apportées aux différentes contraintes ne sont pas forcément divergentes. Convergentes, je veux dire. Elles ne sont pas forcément convergentes et donc il faut trouver le bon compromis. Voilà. C'est un compromis. Très ça. Bien, merci. On peut défiler peut-être encore quelques images du chantier qui nous permet de bien visualiser toutes les étapes de montage. Voilà. Donc en termes d'emplacement pour l'installation du chantier, arrivée des éléments préfabriqués, levage, ça s'est passé correctement et selon des conditions voilà, assez aisées ou pas? Oui, alors on avait de l'espace quand même autour du chantier. Alors, ce qui est toujours compliqué, c'est que effectivement, le charpentier va tourner autour de ses bâtiments. Donc, il faut vraiment une coordination importante entre le VRD, entre le maçon, pour assurer un accès tout en périphérie du bâtiment. Et là, voilà, quelquefois, ça peut être un petit peu compliqué parce que effectivement, tout le monde veut aller très vite. Mais il faut organiser ça, mais ça pose pas de problème particulier. Et l'avantage, c'est que le charpentier n'a pas besoin de gros matériel de levage. Donc, il peut utiliser la grue du maçon et il peut aussi utiliser du petit matériel de levage. Très bien. Emmanuel, si tu peux rajouter des choses sur la partie chantier? Non, enfin, tu as dit l'essentiel. Sur la partie bois, c'est vrai qu'on voit la complexité du chantier en termes de phasage, parce que vous remarquez que le bassin extérieur a été fait après coup, parce qu'on avait besoin de la surface pour travailler. On avait un chantier, un terrain extrêmement pollué, donc il y a eu une grosse phase de dépollution avec recyclage de la terre. Voilà, et donc effectivement, comme tu l'as dit, on avait quand même la place pour fonctionner. Donc c'était on va facile. Clôturer. Amandine, on te laisse la parole pour… Oui, alors voilà. Désolée si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. On va essayer de voir dans un futur mail si on a le temps d'y répondre. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent jusqu'au bout. Pour les petits retardataires, ne vous inquiétez pas, on a enregistré la présentation, donc on va pouvoir vous la transmettre d'ici la semaine prochaine. Donc, en tout cas, on vous remercie tous. Merci aux intervenants. Et puis, on vous dit à très bientôt pour notre prochaine session, donc le 17 juin, sur le bois et le biosourcé.